savais comme la nuit, le soir, le jour, le matin se mélangent en moi, mon rythme explose. Si tu savais comme je rêve de grasses matinées, d'endormissement serein, mes nuits m'angoissent, peur de me réveiller à 2, 3, 4, 5 heures du matin. Si tu savais comme je rêve juste de te retrouver, toi. Bienvenue, on parle donc du sommeil. Bien dormir, c'est important. Les troubles du sommeil peuvent provoquer une détérioration, aussi bien physique que mentale. Donc on va essayer d'éviter ça, enfin en tout cas pour vous, de vous faire éviter un traumatisme par manque de sommeil grâce à nos deux invités qui sont là. Nous avons tout d'abord José Abarrubio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le grand spécialiste du sommeil. Vous êtes médecin associé du Centre d'investigation de recherche sur le sommeil qui se trouve au CHUV à Lausanne. C'est cet endroit où il y a plein de capteurs. Il y a plein d'électrodes sur la tête, un peu de capteurs partout pour voir comment les gens dorment. Vous empêchez les gens de dormir, en fait. On essaye de savoir pourquoi ils ne dorment pas. D'accord. Et puis en face, Cynthia, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman d'un petit garçon qui aura bientôt 4 ans, qui s'appelle Yam et qui n'a pas toujours très bien dormi. Mais vous y êtes arrivé, alors on va savoir comment, pourquoi. Et puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se trouvent dans votre situation. Donc peut-être pour commencer, expliquez-nous à quel âge est-ce qu'il ne dormait pas, pendant combien de temps et quels étaient un petit peu les symptômes. Alors en fait, Liam, c'était un bébé qui a pris l'habitude de s'endormir dans nos bras et qui, au fur et à mesure des mois, a juste pris l'habitude de s'endormir en la présence de quelqu'un. Et c'est vrai que finalement, on a passé tous les premiers mois de sa vie à rester à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et puis ça pouvait durer jusqu'à 30, 40 minutes à chaque fois. Et le problème ensuite, c'est qu'à chaque fois qu'il se réveillait la nuit, il fallait retourner vers lui jusqu'à ce qu'il se rendorme. Et rester à ses côtés en lui tenant la main dans le lit jusqu'à ce qu'il se rendorme de nouveau. Et ça durait... Et pendant la nuit, on pouvait attendre jusqu'à 20, 30 minutes à chaque fois qu'il se rendorme. Et on ne savait pas quand serait le prochain réveil. Dans les bonnes nuits, je dirais qu'il se réveillait 2 fois peut-être. Et dans les mauvaises nuits, ça pouvait arriver jusqu'à 5, 6, 7 fois par nuit. Donc c'est des nuits courtes, très entrecoupées. Et ça a duré jusqu'à ces 18 mois, jusqu'à ce qu'on décide qu'on n'en pouvait plus. De prendre le taureau par les cornes, on nous dit on n'en peut plus, il faut qu'on dorme. Pourquoi est-ce qu'un enfant se réveille comme ça? Enfin, là, il s'endort avec les parents, oui. Mais on se réveille aussi. En fait, on se réveille tous entre 20 et 30 fois pendant la nuit. En général, ce sont des réveils très courts, donc tellement courts que le cerveau n'arrive pas à les enregistrer. Donc, grosso modo, si un réveil dure moins de 3 minutes, on ne va pas garder le souvenir le lendemain. Mais c'est nécessaire de se réveiller pendant la nuit. Donc, c'est même un phénomène assez archaïque. Donc, ça nous permet de voir que l'environnement... 20-30 fois. Oui, 20-30 fois par nuit. Donc, ça nous permet d'une part de voir que l'environnement est sécurisé. Et d'autre part, ça nous permet aussi de changer de position parce qu'on ne pourrait pas dormir dans la même position. Les muscles seraient écrasés si on dormait toujours dans la même position pendant la nuit. Donc, se réveiller, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas se rendormir tout de suite après. Et là, effectivement, vous décriviez très bien, votre enfant, il a appris à dormir avec votre présence. Donc, pour lui, pour que les mécanismes cérébraux pour s'endormir s'enchaînent, il avait besoin de votre présence. Donc, c'était un peu un mauvais apprentissage de comment s'endormir. Mais tous les bébés s'endorment dans les bras des mamans. Enfin, c'est à partir de quel âge qu'il faut se dire bon, maintenant j'arrête et puis voilà, je me mets au lit. Effectivement, les sommeils évoluent tout au long de notre vie. On n'a pas les mêmes sommeils à la naissance que quand on a 6 mois, 1 an, à 10 ans, quand on est adulte. On dit grosso modo que la période critique, c'est à partir de 6 mois. Donc à partir de 6 mois, un enfant devrait pouvoir s'endormir tout seul et passer des nuits complètes. Donc c'est un petit peu ça la période critique. C'est vrai que jusqu'à 6 mois, c'est une période plutôt de construction. Donc c'est là où l'enfant va apprendre à s'endormir, à faire la différence entre la nuit et les jours et va pouvoir passer des nuits complètes. Et alors vous avez fait quoi à 18 mois? À 18 mois, à force d'en parler avec les amis, les connaissances, on m'a parlé d'une sauveuse, on m'a parlé d'une spécialiste du sommeil des enfants, qui est la docteuresse Righini à Nyon, qui a un cabinet qui se nomme le Marchand de Sable. Et on a décidé de la contacter parce qu'apparemment, elle avait vraiment une technique redoutable où elle assurait qu'en quelques jours, tout devait rentrer dans l'ordre.
Bon, alors la technique, on la garde pour après le magnéto. Là, vous allez voir, on va se plonger dans l'univers des super-héros parce que eux aussi, ils ont du mal, malgré tous leurs super pouvoirs, ils n'arrivent pas forcément toujours à faire dormir leur enfant. Il était une fois un berger de l'espace qui tous les soirs comptait ses moutons volants et qui s'endormait toujours en les comptant. 1 mouton volant, 2 moutons volants, 3 moutons... Mais pourquoi est-ce qu'il s'endort toujours, le berger? Eh bien, parce que tous les bergers s'endorment en comptant les moutons volants. Bon, alors, j'en étais où? 4 moutons volants, 5 moutons volants, 368 moutons volants, 368... Ah, le 368? Tu l'as déjà dit, papa? Le soupir du père qui tente tout ce qu'il peut pour que cet enfant s'endorme. Il compte les moutons. Donc, vous, votre enfant ne dormait pas bien, il ne s'endormait pas, vous étiez à côté. Et du coup, vous êtes allé chez le marchand de sable à Nyon. Qu'est-ce qu'elle vous a conseillé? En fait, elle nous a déjà, au premier abord, quand on l'a contactée par email, elle nous a tout de suite répondu en disant qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle avait la solution pour résoudre le problème de sommeil de notre fils, mais qu'il y avait un certain nombre de choses qu'elle nous demandait envers lesquelles elle nous demandait de s'engager. Beaucoup d'argent. Non. non, pas ça. Compte en banque. Elle demandait surtout à ce qu'on soit les 2 parents présents pour sa thérapie et qu'on s'engage aussi pendant 2 ou 3 mois à être tous les soirs à l'heure du coucher présents, les 2 parents, et ça pendant au moins 2 ou 3 mois, et qu'il n'y ait aucun déplacement non plus, vacances, ou enfin, en tout cas dormir hors de la maison pendant ces 2-3 mois. Ouais. Exactement. Donc voilà, déjà c'était, est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Si oui, on va pouvoir régler votre problème en 3 jours, voire maximum 2 semaines, ce sera réglé. Ok. Donc là, franchement... On est prêt à tout à ce On stade. est prêt à tout, exactement. Ça paraissait minuscule ce qu'elle nous demandait pour arriver à un résultat. Et donc, on est allé la voir. Et, la première séance, elle nous a observé. En fait, on a dû lui expliquer notre problème. Liam était avec nous. Et elle a vraiment écouté et observé. Et après, on a dû tenir un carnet du sommeil de Liam pendant 1 semaine. Vraiment tout noter, à quelle heure tel réveil, combien de temps pour se rendormir, quels ont été mes sentiments pendant ces moments-là. Enfin, il fallait vraiment tout écrire. Et quand on est retourné au bout d'1 semaine, eh ben, elle a regardé un peu ce carnet et elle nous a proposé sa solution en disant que, voilà, que finalement, maintenant, il fallait qu'on stoppe ce processus. De ne plus rester, en fait, c'est ça. De ne plus rester, voilà, de plus laisser finalement notre fils diriger un peu les choses. Et puis qu'il fallait qu'on mette en place une procédure où il allait falloir le laisser pleurer déjà un peu. Et c'était surtout basé avant tout sur le rituel. C'est une procédure que vous connaissez? Oui, absolument. Donc, expliquez-nous un petit peu. Il faut dire que le sommeil, c'est une fonction biologique essentielle. Donc, on ne peut pas vivre sans dormir. Donc, on sait tous dormir. Mais le sommeil, c'est aussi un comportement. Donc, on doit apprendre à bien dormir. De la même façon, voilà, manger, on sait tous manger, c'est une fonction biologique essentielle. Mais il faut apprendre à bien manger. Et là, c'est très important, effectivement, que l'enfant ait un rituel d'endormissement. Et surtout qu'il apprenne à s'endormir seul. Parce que, voilà, s'il a appris à s'endormir avec la présence de ses parents, comme il va se réveiller pendant la nuit, parce qu'on a dit que se réveiller, c'est tout à fait normal, il va réclamer cette présence, parce que sinon, il n'arrive pas à déclencher la machine du sommeil. Donc, il faut rétablir à nouveau cette rituel d'endormissement pour que l'enfant apprenne à s'endormir seul. Et on fait comment? On le laisse pleurer? Et voilà, donc cette technique, effectivement, que vous avez appliquée très bien. Hein. Le rituel, il fallait déjà que pendant les 2 premiers mois d'essai, il fallait que ce soit toujours le même parent qui mette au lit l'enfant. Plutôt le père, la mère. Alors, elle nous a demandé de choisir. Oui. Il en fallait un qui s'engageait à tous les soirs faire le rituel d'endormissement et l'autre s'engageait à devenir le coach
de l'autre parent, finalement. L'important, c'est que ça soit toujours la même chose. Donc, que ça soit vraiment un rituel. Et pour que ça soit un rituel, il faut être répétitif. Donc, la même personne. C'était la même personne, la même histoire à lire. Oh, c'est ennuyeux à mourir. Les enfants, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et c'était surtout, comme vous dites, la même phrase à répéter avant de sortir de la pièce. Bonne nuit, chérie. Il faut faire une phrase plus longue. Alors, j'avais dû... c'était à moi. C'est parce qu'on avait décidé que c'était donc moi qui ferais le rituel du dodo. Et donc, j'ai rédigé une petite phrase. Et je l'ai vraiment apprise par cœur parce qu'il ne fallait vraiment pas que ça change. Encore. Bien sûr. Ouais. Je pense que je la saurais à vie. Ça, c'est bien, oui. Et il fallait vraiment pas que ça change d'un iota. Il fallait que le ton sur lequel on le dit soit le même. Donc, c'est vraiment très, très strict. Ouais. Et donc, c'était vraiment cette dernière phrase à dire, fermer la lumière et sortir. Et après, le laisser pleurer. Et en fait, chaque nuit, par exemple, la première nuit, on devait le laisser pleurer 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, c'était retourner dans la chambre sans aller près de lui, entrer dans la chambre, redire la phrase et refermer la porte. Et 3 minutes après, s'il pleurait toujours, rentrer, dire la phrase, refermer la porte. Et chaque jour, le temps où on le laissait pleurer devenait de plus en plus grand. Oui, jusqu'à combien de minutes? Alors, donc, on fait ça progressivement et en général, la limite, c'est 20 minutes. Donc, c'est un petit peu... Donc, si il ne s'est pas endormi au bout de 20 minutes, donc là, on réintervient. Donc, c'est effectivement une technique qui a été développée par un collègue à Harvard, c'est le professeur Farber. Donc, on l'appelle souvent farberisation. Donc, c'est appliquer cette technique qui a effectivement cet avantage que l'enfant apprend à s'endormir toute seule. D'une part, c'est précipité dès qu'il pleure, ça ne va pas, parce que là, il va effectivement créer cette connexion cérébrale. Je pleure, mes parents viennent, je m'endors. Il faut éviter à tout prix ça. Mais par contre, on ne peut pas le laisser pleurer ad libitum, à l'infini. Ça, c'est extrêmement angoissant pour l'enfant. Donc, il faut aller les rassurer, effectivement, pas l'aider à s'endormir, lui dire il n'y a rien qui se passe, on est juste à côté, effectivement, on passe une bonne nuit. D'une part, il est rassuré, mais d'autre part, les parents n'interviennent pas à la seconde, parce que là, c'est vraiment pas bon pour justement apprendre à s'endormir seul. Et cette idée du rituel, c'est vraiment très, très important. Il faut vraiment qu'il apprenne à s'endormir, dans son lit, qu'il apprenne à s'endormir seul. Même la sucette, elle peut tomber si pendant la nuit, il n'arrive pas à la retrouver. S'il a besoin de la sucette pour s'endormir, il va vous la réclamer. Donc, il vaut mieux qu'il soit dans son lit avec uniquement les compagnons du sommeil. Donc, voilà, c'est un nounours, quelque chose qui l'aide à s'endormir, qui est toujours là. Donc, ça va l'aider à rentrer à nouveau dans le sommeil. Alors, rassurer l'enfant, raconter des histoires. On a trouvé un papa qui aime bien parler avec son enfant, lui raconter des histoires aussi. Une histoire de Jésus, quand le fils commence à poser des questions, à se demander « Mais papa, c'est qui Jésus ?» C'est Laurent Cyr, l'auteur de la web-série « Le Papa ». Et après, il a ressuscité. Il a réapparu, il est revenu. Il a dit « Coucou, c'est moi, je reviens. » Donc, vous pouvez y aller. C'était un mec vachement engagé. Des gens l'ont pris pour un illuminé et ils ont dit non, celui-là il est trop secoué, on va le tuer. Il lui avait fait une jolie croix en bois, tu vois, 2 gros piliers qu'il portait, c'était très lourd, en même temps il était fouetté. Puis après ils ont avec des clous. Bah oui, il a eu très mal, tu m'étonnes. Mais lui il était tellement fort qu'il est mort et après il est revenu. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit réanimé ou pas. Il n'y avait pas tout le système de réanimation à l'époque. Il était mort. Ah, ça, je ne sais pas comment il a fait pour revenir, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Les apôtres, ils étaient 12. C'était 12 potes à Jésus. Et il y avait Matthieu, enfin, il y en avait pas mal. Ils le suivaient partout. Et ils ont écrit à l'époque, il n'y avait pas de papier, sur des gros... comment je peux te dire, des gros morceaux de mur... au burin, ils tapaient comme ça pour écrire et pour laisser des traces. On a retrouvé ça, les humains ont retrouvé ça quelques temps après. Lui, il leur a dit, ceci c'est mon corps, ceci c'est... Donc il fallait célébrer ça en mangeant un morceau d'hostie. On appelle ça un hostie. C'est un morceau de pain, mais c'est fait une levure, c'est granuleux, c'est pas de la farine T80. Ah non, c'est de la T60 celle-là.
Elle a moins de goût, c'est rêche comme goût. Et après, ils vont boire un petit verre d'eau. Lui, il dit, ceci est mon sang. C'est du vin rouge. Et ben ça, c'est sa maman. C'est Marie. Ben, sa maman, la Vierge Marie. Sa mère, quoi. Voilà, c'est ça. On parle de sommeil, on essaye d'endormir les enfants, de faire en sorte qu'ils, lorsqu'ils se réveillent, eh bien, arrivent à se rendormir tout seuls. C'était le problème du fils de Cynthia qui, jusqu'à 18 mois, ne faisait pas ses nuits tranquillement puisqu'il se réveillait et que vous vous endormiez à côté. Donc, du coup, quand il se réveillait, vous n'étiez plus là. Et après, donc, vous êtes allé, on en était une thérapie, au fait, c'est une spécialiste qui vous a aidé et qui vous a donné cette technique que vous venez d'expliquer de Farber. Et après, c'était réglé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez laissé pleurer votre enfant au début 3 minutes, puis après, chaque fois un peu plus. Ouais. Alors, 10 jours ou en combien de jours? 10 jours. C'est 10 jours difficiles. Il faut être prêt. Il faut prévenir les voisins. Il faut prévenir les voisins, c'est mieux. Ouais. Et puis, il faut vraiment, psychologiquement, on a justement, pendant 18 mois, le problème est qu'on a pas trop réussi à laisser pleurer notre enfant. Moi, c'était dur pour moi d'entendre mon fils pleurer parce que je me disais, il va pas bien, il a besoin de moi. Alors, tout d'un coup, de laisser pleurer comme ça, c'est dur. Franchement, il faut vraiment faut être prêt à attaquer, il faut être solide. C'est pour ça qu'il faut être déterminé à Exactement. réussir. Cette idée, effectivement, de rencontrer les parents pour que les deux soient engagés, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait seulement un et l'autre mette en question Non, il faut vraiment être fermement résolu, déterminé à réussir, en sachant que ça va être un petit peu dur pendant quelques jours, mais comme vous dites, au bout de quelques jours, vous avez résolu un problème qui durait depuis des mois, des mois et des mois, et c'est bien pour l'enfant. Donc, parce que c'est vraiment l'éducation de l'enfant. De la même façon qu'on force un petit peu à l'enfant à manger des choses qu'il n'a peut-être pas envie, mais qu'on sait qui sont bonnes pour lui, qui sont bonnes pour sa santé. On sait que s'il apprend à dormir bien quand il est tout petit, il va probablement dormir bien le reste de sa vie. On sait que voilà, une insomnie de l'enfance vous prédispose à mal dormir aussi plus tard dans la vie, parce que finalement, voilà, on n'apprend pas bien à s'endormir, et si on n'a pas bien acquis ces informations, ça restera souvent un sommeil plus fragile. Donc même si c'est un petit peu dur, c'est quelque chose qui est pour son bien et qui marche assez rapidement. Et les parents, effectivement, parce que les parents qui ne dorment pas pendant des mois et des mois et des mois, c'est terrible. Ah, ça, c'est dur. Vous allez aider peut-être les parents à récupérer, mais quand on rate cette coche-là, que l'enfant est devenu plus grand, qu'il a 3 ans et demi, on va dire, par exemple, est-ce qu'il y a encore des choses à faire ou Alors, c'est toujours les mêmes. Donc, il faut vraiment revenir aux bases et il faut réapprendre à s'endormir. Et donc, pour réapprendre à s'endormir, finalement, on fait tous la même chose. On a, nous aussi, un rituel d'endormissement. On fait à peu près la même chose quand on va au lit. Voilà, on met les pyjamas, on brosse les dents, on lit un peu, on éteint les lumières. Donc il y a ces rituels. Peu importe l'âge de l'enfant. Peu importe l'âge de l'enfant ou de l'adulte, finalement, mais ce rituel d'endormissement, c'est extrêmement important. Après, on va l'adapter à l'âge, effectivement, la lecture qu'on va faire, la phrase qu'on va dire. Donc ça, on va l'adapter selon l'âge de l'enfant. Mais l'idée d'être fermement résolu à les faire, d'expliquer, enfin, d'avoir une éducation positive, d'expliquer à l'enfant de pourquoi on les fait, pourquoi c'est important de dormir et pourquoi le sommeil n'est pas une source d'inquiétude. Au contraire, le sommeil, c'est quelque chose de génial. Ah bah nous, on le sait, ouais. Voilà. L'enfant, il a joué toute la journée, il a été avec ses copains, il est fatigué. Donc le sommeil, c'est génial. C'est là où on va récupérer, on va se sentir bien. Il faut que les lits soient un endroit où on se sent bien. Et pour ça, il faut expliquer, il faut parler à l'enfant, il faut lui faire comprendre ça. Et ils le comprennent très bien. Donc il n'y a pas de traitement, de médicaments, de sirop? Ça, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, la première chose à dire, c'est que les problèmes de sommeil de l'enfant sont exceptionnellement dus à une maladie cérébrale ou une maladie organique. C'est tout simplement un enchaînement, un apprentissage à faire dans l'immense majorité des cas. Après, ça peut refléter un petit peu son équilibre émotionnel, son équilibre affectif, mais en général, c'est plus vraiment une question d'éducation et d'apprentissage. Et l'autre chose, c'est qu'on ne traite jamais les problèmes de sommeil de l'enfant avec des médicaments.
À nouveau, sauf des cas exceptionnels avec des maladies rares, des choses très particulières. Mais en général, c'est plutôt des mesures comportementales comme celle-ci. Et c'est des techniques qui marchent très bien. Et puis les cododos, parce que c'est très culturel. Il y a des pays dans lesquels voilà, toute la famille dort. Nous, c'est un problème pour nous. On veut absolument que notre enfant dorme à 8 heures, tout seul dans sa chambre, on ferme la porte. Oui. On est assez cruel ici. Non, c'est différent. C'est tout simplement différent. Culturel, effectivement, les habitudes des couchages sont très culturelles. Donc, l'histoire, c'est qu'effectivement, on habite ici. Et donc, on doit appliquer un petit peu les règles et les normes qui vont lui servir à lui, quand il sera plus grand, pour vivre dans notre société. Donc, il faut qu'il apprenne effectivement à s'endormir seul. Mais il n'y a pas de différence au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau développement des enfants qui dorment avec les parents, sans les parents. Donc, voilà, c'est tout simplement très culturel. Du coup, vous avez récupéré votre sommeil, vos nuits sont parfaites. Au bout de 10 jours, c'était réglé et aujourd'hui, ça continue. Et il peut s'endormir n'importe où maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être là avec la phrase. Non, alors plus du tout. Ça a duré 2-3 mois et gentiment, on s'est assoupli. Et aujourd'hui, non. Alors, on a toujours un rituel de l'histoire. Pas tous les soirs la même, mais voilà, c'est plus du tout aussi strict que ça a été au début et maintenant ça se passe super bien. Cette période, effectivement, c'est une période un petit peu, il faut casser un petit peu ce cercle vicieux, mais une fois qu'il a acquis les bonnes habitudes, après c'est voilà comme nous tous, hein, on a une certaine flexibilité par rapport au sommeil. J'imagine que maintenant il peut s'endormir beaucoup plus facilement ailleurs, dans d'autres circonstances, mais il y a une période qui est un petit peu critique et pendant laquelle il faut être très rigoureux. Mais moi, ça m'a aidé, cette période où il a fallu être très strict, d'être coaché par une professionnelle. On m'avait déjà dit, il faut que tu le laisses pleurer, ton fils, il faut... Mais voilà, il pleure, on est là, non, mais peut-être que je fais quelque chose de pas bien, c'est faux, il pleure trop longtemps. Là, d'avoir une professionnelle derrière moi qui me dit, c'est juste, il risque rien, vous pouvez faire comme ça les choses. Moi, ça m'a aidé à me dire, voilà, je suis les conseils d'une professionnelle, mon enfant, il est en sécurité. Ce soutien est très important, effectivement, c'est ce qu'on fait aussi. Ça, moi, j'en ai eu. Nous, un petit peu accompagner dans cette période difficile et soutenir, c'est pas toujours facile. Et on rêve tous. On rêve tous, oui, bien sûr. Toutes les nuits ? Toutes les nuits, oui. On se réveille 20 à 30 fois, puis on rêve. On fait 20 à 30 rêves aussi, ou c'est toujours le même ? Non. Alors, vous savez qu'il y a différentes phases pendant le sommeil. Donc, quand on s'endort, il y a le sommeil léger, après le sommeil profond, après ce sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal, au sommeil REM. C'est surtout pendant cette phase de sommeil qu'on rêve. En tout cas, c'est là où on a les rêves les plus fous, les plus surréalistes, les plus colorés. Et on a 4 ou 5 phases de sommeil REM pendant la nuit. Donc, on rêve 4 ou 5 fois par nuit. Mais une chose, c'est rêver, une autre chose, c'est se rappeler de ses rêves. Et là, effectivement, il y a des personnes qui se rappellent plus facilement, d'autres moins facilement. Ça dépend aussi du moment dans lequel vous vous réveillez. Donc, si vous vous réveillez juste au moment où vous êtes en train de rêver, vous aurez beaucoup plus de chances de vous rappeler du rêve. Et c'est aussi quelque chose qui s'entraîne. Donc, si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, faites l'expérience de mettre un petit cahier juste à côté. Et quand vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est noter ce que vous étiez en train de rêver. Et vous verrez qu'à fur et à mesure, les récits des rêves deviennent de plus en plus longs. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi entraîner, qu'on peut acquérir. Et les enfants ont des terreurs nocturnes. Oui. C'est la même chose, sauf qu'ils réagissent autrement. Non, en fait, c'est très différent. Le terreur nocturne, c'est ce qu'on appelle une parasomnie. Alors, les parasomnies, c'est tous ces groupes des maladies ou des troubles du sommeil, les choses bizarres qui se passent pendant le sommeil. Le somnambulisme, la terreur nocturne, les cauchemars. Donc, tout ça, ça fait partie de cette catégorie des troubles du sommeil. Et en fait, ce qui se passe pendant les terreurs nocturnes, c'est qu'on a ce qu'on appelle un éveil dissocié. C'est que quand l'enfant il est en plein sommeil profond, il y a une petite partie de son cerveau qui se réveille. C'est très particulier parce qu'on a maintenant des techniques qui nous permettent de démontrer que son cerveau continue à dormir à 98%. Il y a 2% du cerveau qui se réveille et ça crée un état confusionnel. Donc voilà, l'enfant, il est en train de dormir, mais d'autre part, il est un peu confus. Et donc, il peut être très agité, ça peut être très spectaculaire. Et finalement, après, il va se rendormir et le lendemain, il ne gardera aucun souvenir parce qu'il était en sommeil profond. Donc, les parents, oui. Les parents, oui. Et justement, parfois, on veut intervenir parce qu'on a l'impression qu'il est en train de souffrir. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Et finalement, c'est quelque chose d'assez banal. Donc, il va se rendormir. Ça va créer aucun trauma psychologique. Le lendemain, il ne va pas se rappeler. Et ça, c'est très génétique. Donc, on sait que les enfants des parents qui avaient des terreurs nocturnes vont faire beaucoup plus de terreurs nocturnes. C'est un peu comme le somnambulisme.
Et puis ces pauvres parents qui récupèrent, est-ce qu'il y a des trucs à donner? Parce que ce soit avec des enfants qui se réveillent la nuit ou bien des nouveau-nés, voilà, on est crevés, quoi, on n'en peut plus. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est pas toujours facile. Donc, effectivement, à la naissance, par exemple, l'enfant, il dort grosso modo 16 heures sur 24 heures et il a ce qu'on appelle un sommeil polyphasique. Donc, ça veut dire qu'il vit des journées de 4 heures. Il dort 2 heures, il se réveille 2 heures, il dort 3 heures, il se réveille 1 heure. Donc, et là, il est complètement indépendant des rythmes extérieurs. Donc, ça se passe soit la journée, soit la nuit. Et là, on ne peut rien faire. C'est à partir du mois où les choses vont petit à petit se synchroniser. La maturation cérébrale va faire que le sommeil s'accumule la nuit, qu'il dort moins la journée. Et donc, c'est à partir de 6 mois qu'il devrait dormir bien. Et donc, s'il dort bien, les parents, ils devraient dormir mieux. Aussi, ouais. Et donc, c'est vrai que jusqu'à 6 mois, voilà, c'est une période où malheureusement, on ne peut pas trop intervenir. Sinon, on doit boire de l'eau, ouvrir les fenêtres, se mettre dans une position particulière. Il n'y a rien. Alors oui, après, il y a toutes les techniques qu'on recommande aussi pour les personnes qui ont un sommeil fragile, peu importe que ça soit lié à une perturbation extérieure ou à un sommeil fragile de nature. Et à nouveau, ce qui est très, très important, c'est que le cerveau sache que le lit, c'est l'endroit où on dort. Pour certaines personnes, ça nous arrive à tous, quand on dort mal 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, quand on va au lit, on a une certaine angoisse d'aller au lit. On a une angoisse de ne pas pouvoir dormir. Et finalement, c'est la peur de ne pas pouvoir dormir qui fait qu'on ne dort pas. Empêche. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on recommande, voilà, il faut aller au lit quand vous êtes fatigué, quand vous êtes somnolent, quand vous avez envie de dormir. Vous devez quitter le lit si vous ne dormez pas, parce que rester au lit sans dormir, c'est terrible. Hein, on est au lit, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Là, ça ne marche pas. Donc, il y a toute une série de techniques. Avoir une heure de réveil, par exemple, régulière, toujours la même. C'est l'heure de réveil qui marque les rythmes au niveau cérébral. Il faut une bonne exposition à la lumière les matins. C'est ça qui active notre système de l'éveil. Il faut avoir des journées plutôt bien remplies parce qu'un bon éveil prédispose à un bon sommeil. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour avoir un bon sommeil. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème du sommeil qui est vraiment... un tiers de notre vie. Eh oui, c'est ça, qui est vaste. Merci beaucoup à vous, docteur Abarrubio. Donc vous êtes au CHU, au centre du sommeil. Vous acceptez des cobayes, on peut venir comme ça pour faire des... Alors, on voit souvent des reportages où effectivement il y a des gens qui dorment avec des... Absolument. On peut s'inscrire pour participer, faire testeur. Donc on a d'une part une activité clinique, donc c'est des personnes qui ont des problèmes de sommeil et qui demandent notre avis. Donc là, c'est le médecin traitant qui examine et qui peut nous adresser la personne. Et là, effectivement, c'est ouvert à tout le monde. On traite tous les problèmes de sommeil. Et après, on a une activité de recherche où c'est plutôt des volontaires, donc des personnes qui viennent se prêter pour faire des expériences, pour comprendre mieux comment le sommeil fonctionne. Parfait. Et puis merci beaucoup aussi à vous, Cynthia. On embrasse Liam pourvu qu'il dorme indéfiniment comme ça, avec beaucoup de sérénité. On a un bouquin à vous conseiller. C'est Mon bébé fait enfin ses nuits et moi aussi. C'est un psychologue allemand qui s'appelle Stéphane Valentin. Alors là, il parle aussi un peu de ses cododos, de toutes ces techniques. Et puis surtout, il vous aide à vous endormir, vous, ce qui est pas mal. À très bientôt. Merci.